Michel Jeté, bienvenue au Bulletin Presse Mob. Cela fait maintenant plus de 30 ans que la première alarme a été sonnée en lien avec la crise climatique. 30 ans que les scientifiques les plus doués de la planète nous avertissent qu'on se dirige vers un bouleversement climatique abrupt et irréversible. 30 ans d'inertie politique, de déni économique, d'apathie citoyenne. Pour ceux qui doutent encore, voici où nous en sommes rendus. Le dernier rapport de scientifiques du GIEC nous apprend qu'en réalité, les dernières estimations concernant le réchauffement planétaire ont été sous-estimées. Ce n'est pas un réchauffement planétaire de 4 degrés Celsius qui nous attend d'ici la fin du siècle, mais bien de 7 degrés. Alors que la science nous dit qu'un réchauffement de 2 degrés Celsius a un potentiel catastrophique. Ce dernier rapport provenant de scientifiques français dont les nouveaux modèles climatiques serviront de base en 2021 pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC, nous annonce qu'une croissance économique rapide, alimentée par des énergies fossiles, va nous entraîner inexorablement vers le scénario le plus pessimiste, comme il le nomme. Nous nous dirigeons donc à toute vitesse vers un plus 7 degrés Celsius parce que d'année en année, nous battons des records d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que nos politiciens sont associés à ce modèle morbide et parce que l'apathie des populations crée un effet d'inertie au potentiel létal. Bon, OK, pas besoin d'aller plus loin, on a vite compris que même les scientifiques ont sous-estimé la crise et par sa magnitude et sa complexité, elle est en train de prendre tout le monde de court. Alors, y a-t-il encore quelque chose que l'on puisse faire? Nous avons ouvert une boîte de Pandore et ce qu'il en sort nous fige, nous tétanise. Nous devons nous rendre compte que pour être à la hauteur de cette crise, nous n'avons plus le choix. Nous devons être plus radicaux que jamais. Quand je dis radicaux, je veux dire aller le plus rapidement possible à la racine du problème. La vitesse à laquelle cette crise se développe nous y oblige. Malheureusement, cette vitesse n'est pas celle à laquelle nos sociétés évoluent, sauf lorsqu'il est question d'un état de guerre. Nous sommes en état d'urgence climatique et cet état d'urgence est de même nature qu'un état de guerre. Il exige les mêmes réponses en tant que situation extraordinaire et ces réponses prennent la forme de plans de transition d'urgence. Actuellement, des groupes citoyens ont déjà élaboré des plans de transition climatique adaptés pour le Québec, que ce soit les chantiers de la Déclaration d'urgence climatique, les CÉDUC, qui font suite au succès étonnant de la Déclaration d'urgence climatique, la DUC, qui a été reconnue par plus de 400 municipalités au Québec. Il y a les 101 idées pour le climat, élaborées par le Pacte pour la transition. Il y a aussi Québec zéro émission nette, dit Québec Zen, piloté par le Front commun pour la transition énergétique, ou le Green New Deal canadien. Tous ces plans donnent une réponse franche et déterminée à la crise climatique, mais s'ils ont été élaborés dernièrement par des groupes citoyens, c'est essentiellement pour une raison. Nos gouvernements n'ont pas répondu aux avertissements des scientifiques des 30 dernières années et n'ont donc pas déclenché les actions nécessaires pour contrer cette crise climatique unique dans l'histoire de l'humanité. Ces plans de transition auraient dû voir le jour depuis des décennies. Mais il existe un principe fondamental en démocratie. Si, face à une menace existentielle, un gouvernement n'est pas à la hauteur, ce sont aux citoyens de se lever et faire ce qu'il y a à faire. Lors des prochains bulletins Presse Mob, nous allons donc vous parler de l'importance de déclencher immédiatement des plans de transition d'urgence. J'insiste ici sur le mot « urgent ». Nous avons perdu la fenêtre d'opportunité pour une transition graduelle. La crise climatique nous oblige à effectuer une transition radicale et profonde, une authentique révolution. Tout ce temps précieux qui a été perdu ces 30 dernières années nous met devant un fait accompli. Nous sommes au cœur de la crise climatique et si nous persistons dans le modèle économique actuel, c'est que nous consentons à être acteurs dans le pire scénario. Il sera donc question de cette mouvance citoyenne en réponse à la dangereuse inertie de nos gouvernements qui risquent, malheureusement, d'être tôt ou tard qualifiés de négligence criminelle, sinon de crime contre l'humanité. Alors les plans de transition sont un appel à l'action citoyenne afin de contraindre nos gouvernements à non plus seulement mettre en place des mesures qui sont insuffisantes telles que planter des milliards d'arbres, mais à déclencher un réel plan de transition de temps de guerre. Un plan complet, contraignant et résolu qui fera partie des forces de transformation
qui participera à influencer la communauté internationale dans un esprit résolument d'urgence. La 3e édition du bulletin Presse-Mob sera donc sous la rubrique du premier chantier des CÉDUC, soit politique et loi carboneutre. J'aurais tendance à résumer l'inertie politique et le manque d'action face à la crise climatique, de la résumer avec une parole de Clifford Lincoln, ministre de l'Environnement avec qui j'ai travaillé dans les années 80. « Mon cher André, vous savez, un ministre de l'Environnement, c'est comme un scout en culotte courte quand il rentre au Conseil des ministres. On n'est jamais pris au sérieux parce que les intérêts économiques, c'est beaucoup plus sérieux. » Quand l'appel de James Hansen est arrivé, il alertait le monde, la communauté scientifique, à dire, bien là, le problème de réchauffement planétaire ou le bouleversement climatique commence à avoir des impacts. Bon, d'abord, il a commencé par parler de l'augmentation des gaz à effet de serre qui suivait la courbe de l'augmentation de l'utilisation des combustibles fossiles et du parc automobile et tout ça. Et il disait qu'à un moment donné, on arriverait à un point où il y aurait tellement d'émissions que ça accélérait le phénomène. Bien, il avait tout à fait raison. Depuis ce moment-là, il y a eu le sommet de la Terre en 92, où là, on a reconnu qu'il y avait un problème grave qu'il fallait agir, mais on a vu aussi apparaître des semeurs de doutes scientifiques, généralement des géologues, qui ont tous ou espèrent tous avoir des contrats avec les compagnies pétrolières. Et là, ils venaient dire que, ben au fond, on s'énerve pour rien, c'est pas si grave, puis c'est pas prouvé encore. Mais bon, rendu en 2019, non seulement c'est prouvé, mais là, on est pris dedans. En dessous de la table, il y avait aussi des pressions énormes sur les CA des grandes boîtes de communication, des grands médias. Ces gens-là étaient nommés ou délégués par des entreprises qui faisaient en sorte qu'on avait aussi un contrôle à l'intérieur pour dire ça, on n'en parle pas. Bien sûr, on a aussi, avec la mouvance néolibérale qui est apparue vers le milieu des années 90, commencé à envoyer les journalistes expérimentés à la retraite prématurée et engager des jeunes qui étaient dans des situations plus précaires et sur qui on pouvait faire plus de pression. Les médias n'ont pas été à la hauteur de la situation depuis longtemps, depuis le début, mais même encore aujourd'hui. Bon, puis là, quand on arrive dans l'arène politique, bien là, ça devient encore pire, là. Mais ça, c'est l'aboutissement d'un processus que moi, j'ai vu depuis 40 ans, où on a fait des pressions sur les politiciens, encore là, les mêmes intérêts pétroliers, gaziers, charbonniers, automobiles, faisaient des pressions sur les gouvernements, sur différents ministères et sur les provinces pour ne pas bouger. Et là, on est rendu même à nous dire que si on empêche le développement pétrolier, bien, on va mettre l'Alberta en faillite, par exemple. L'Alberta vit les conséquences de ses choix. Quand ils ont décidé d'investir massivement dans le pétrole bitumineux puis de laisser tomber tous les autres secteurs, c'est parce que des compagnies pétrolières ont fait des pressions sur ce gouvernement-là. Et en fait, ils ont mis ce gouvernement-là en place. Et bien là, ils sont dans une situation complètement aberrante. L'économie va s'écrouler à cause du pétrole bitumineux. Mais là, on fait le chantage qu'il faut soutenir l'Alberta. Et qui encore fait des pressions? Bien, c'est toujours la même affaire. Ces compagnies pétrolières-là ont leur lobbyistes, leur boîte de relations publiques qui font aller dans tous les gouvernements pour dire la vie dépend du pétrole. Mais quand on regarde ce qui se passe avec la crise climatique, la vie des gens de nos communautés est en danger. On a absolument besoin d'avoir des politiciens qui se tiennent debout, puis ça, c'est rare. Hein? En 40 ans, là, j'en ai pas connu beaucoup. J'en ai à peu près 5 sur 50 que je peux dire qui ont eu le courage de se tenir debout et de poser des gestes déterminants. Malheureusement, la plupart du temps, ils se sont fait clairer avant de pouvoir continuer. Mais on revient toujours dans la même marmite
où ces politiciens-là sont dans des gouvernements qui sont soumis à du lobby de façon absolument absurde, absolument odieuse. Alors, il faut vraiment que nous, les citoyens, on commence à mettre de la pression et qu'on s'implique à tous les niveaux, que ce soit en politique, que ce soit dans les communications en général dans notre société. Il faut que les citoyens apportent l'appui aux politiciens qui ont la volonté d'agir, mais qui sont confrontés à ces lobbies-là, qui sont confrontés à toutes sortes d'obstacles pour les empêcher d'agir. Et cet appui-là ne peut pas venir de personne d'autre que des citoyens. Bien là, il faut obliger le changement. Il faut avoir des lois qui vont pointer directement certains secteurs, qui vont dire à partir de maintenant, prenons le parc automobile par exemple, à partir de maintenant, il faut avoir des véhicules zéro émission. Pourquoi zéro émission? Bien parce que là, il y a tellement d'émissions de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre qu'on est obligé de forcer l'industrie à bouger, parce que l'industrie automobile, qui est très proche de l'industrie pétrolière, ne bougera pas s'il n'y a pas des lois pour les obliger. Puis ces lois-là, on ne les obtiendra pas si les gens, les citoyens ne les demandent pas. Et là, on pourrait passer tous les secteurs. On a besoin de légiférer parce que de l'autre côté de la barrière, il y a des gens qui ne veulent pas que ça change. Puis pour que ça change, ça prend des lois. Puis pour avoir des lois, ça prend des gens qui les demandent et qui soutiennent les actions. Alors là, il faut que les politiciens fassent le travail. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qui peut persister quant à l'urgence climatique. Et il n'y a aucune justification pour ne pas prendre les moyens à la mesure du problème. Alors, si les politiciens ne sont pas capables de le faire, la société, et là on en revient aux citoyens, aux citoyennes, doit agir, rejeter les politiques qui ne sont pas à la hauteur, puis les gouvernements aussi. Jacques Benoît pour Presse Mob. Changement climatique, bouleversement climatique, dérèglement climatique, crise climatique. Toutes ces appellations sont supposées décrire la même situation. Pourtant, elles ne veulent pas dire toute la même chose. Les mots sont importants. Ils ont un sens et ce qu'ils signifient peut amener une compréhension différente de ce qu'il faut faire. Des gestes à poser, des actions à entreprendre, du niveau d'engagement nécessaire. Est-ce que des gestes individuels sont suffisants? Ou faut-il aussi des politiques et des lois pour faire face à la situation? Y a-t-il danger ou sous-estimation du danger? Nous en avons discuté avec Marc Breuilman, biophysicien. En émettant des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et c'est évidemment l'atmosphère qui se réchauffe, au-dessus des océans, au-dessus des terres, et tout ça se réchauffant, maintenant ce sont les océans qui se réchauffent jusqu'à des profondeurs qui peuvent atteindre le kilomètre. Donc, tout ce système-là qu'on a fait partir, on a fait partir la chaufferette en quelque sorte. Lorsqu'il y a eu des périodes dans le passé de réchauffement, ça correspond aussi à des périodes d'extinction des espèces. Donc, on sait qu'on a eu des périodes où il y avait énormément de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je crois que là, toute augmentation de température a des effets énormes parce que les êtres vivants, en général, ont évolué de telle manière que leur physiologie est adaptée à une certaine étendue de température qui est en général très étroite. Et l'idée importante, c'est de se rendre compte que les écosystèmes, il suffit d'avoir un maillon faible dans l'écosystème qui, lui, ne résiste pas à ce changement de température-là. Et là, il y a des conséquences sur l'ensemble des espèces. Donc, c'est pour ça que nous sommes fragiles en quelque sorte, parce qu'on fait partie de cet ensemble-là. On ne peut pas se dissocier des arbres, des plantes, des algues, etc. C'est un effet domino. Ouais. C'est comme un effet domino, en effet. C'est pourquoi ça prend vraiment des politiques et des lois globales d'un gouvernement, des divers gouvernements. Il faut qu'il y ait vraiment une action globale qui se fasse, puis dans tous les domaines de la société. Mais il faut que tous les pays participent, et surtout les pays les plus émetteurs, comme la Chine et les États-Unis.
il faut que ces pays-là, on ne peut pas non plus se dire, ben nous, on ne le fera pas. Non, il faut qu'on donne l'exemple comme partout ailleurs sur la planète. Donc, la situation est tellement grave qu'il faut qu'on réduise de l'ordre de ce qui est indiqué dans les chantiers de la DUC. En quoi les politiques puis les lois ont été ou n'ont pas été à la hauteur de cette crise climatique-là qui grandissait? C'est clair pour moi qu'il y a une responsabilité importante de la part des décideurs politiques parce que, justement, il n'y a pas de loi contraignante jusqu'à maintenant. Là. Parce que le problème qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que chaque pays, et puis on peut le comprendre, là, veut conserver sa souveraineté sur leur territoire. On sait très bien maintenant que si tu délocalises tes émissions en faisant fabriquer des choses dans un autre pays, bien évidemment, c'est plus sur ton territoire. Donc, il y a différentes façons de... Donc, ça peut faire baisser tes émissions de GES sans les faire baisser sur la planète. Bien, tout à fait. C'est ce qui est arrivé en bonne partie aux États-Unis et au Canada depuis 20-30 ans. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de délocalisation à cause du phénomène de mondialisation. Ça veut dire donc que le libre-échange a participé à ça. En quoi les politiques des pays, des gouvernements, n'ont pas été à la hauteur de cette crise-là? Ils portent une lourde responsabilité parce que les scientifiques avaient été assez clairs depuis les années 70, 80... 90, lorsqu'il y a eu le protocole de Kyoto, on a juste à penser au Canada qui a quitté le protocole. On regarde les États-Unis à l'heure actuelle qui veulent quitter l'accord de Paris. Donc, on voit que les responsables là, des politiques, ils vont porter historiquement, à tout le moins, une responsabilité qui va être très lourde. Moi, je crois que les gens qui ont quitté, par exemple, des protocoles, ou qui n'ont pas respecté les cibles qu'ils avaient dit atteindre, ces gens-là vont être redevables sûrement sur le plan de l'histoire, là, à ne pas s'y tromper. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local, par exemple? Bien, écoutez, c'est sûr qu'au niveau mondial, on sait que 40 capitales vraiment importantes sur la planète ont décidé de se réunir pour essayer de diminuer leurs émissions. On n'a qu'à penser à Paris, mais il y a également New York et d'autres villes. Il y a des villes également qui ont déclaré l'état d'urgence climatique. Et la liste s'allonge à chaque semaine pratiquement. Au Québec, on sait qu'on a 400 municipalités qui ont endossé l'urgence climatique, la déclaration d'urgence climatique, dont Trois-Rivières. Nous, élèves d'aujourd'hui, adultes de demain, déclarons l'état d'urgence climatique. Je salue la ville de Trois-Rivières d'avoir appuyé la déclaration d'urgence climatique, dans laquelle s'inscrit très bien la déclaration de ces jeunes. Et pendant un certain nombre de mois, on se dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on voit des changements dans les politiques de la ville? Et à ma grande surprise, cette semaine, on a le conseil municipal qui se tient les mardis soirs. Et au conseil municipal, il était question d'un rallycross du Grand Prix organisé par le Grand Prix de Trois-Rivières. Et la Grand Prix de Trois-Rivières demandait des subventions de l'ordre de 100 000 $. Et on a assisté lors de la séance du conseil à un vote. Si on vote pour, on cautionne un Grand Prix dans un contexte, un nouveau Grand Prix dans un contexte d'urgence climatique. On aurait pu être plus porteur d'avenir, plus en ligne avec Vision 2030. Pour moi, c'est une décision qui est très déchirante. Il faut agir. Les scientifiques nous le disent. Il faut pas maintenir les gaz à effet de serre. Il faut les réduire. Donc, dans ce contexte-là, d'ajouter une autre course automobile qui contribue tout simplement à faire augmenter les gaz à effet de serre, je ne pense pas que ce soit cohérent. C'est pour ça que je vais voter contre la subvention de 100 000 $. Et ceux qui ont voté non, ils ont invoqué la cohérence avec la déclaration d'urgence climatique. Il y a un an, on a adopté la déclaration d'urgence climatique à l'unanimité. Il y a un mois, vous étiez des milliers dans les rues de Trois-Rivières à nous le rappeler puis à nous demander d'agir maintenant pour réduire nos gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on nous propose d'embarquer financièrement dans un deuxième Grand Prix qui se tiendra en hiver. Comment est-ce qu'on peut prétendre être cohérent puis embarquer dans ce projet-là? Pour moi, c'est clair que c'est impossible, Monsieur le maire. Ce soir, je vais prendre action en lien avec la déclaration des changements climatiques que j'ai adoptée il y a quelque temps, dont je vais voter contre. Moins que décembre l'an passé, c'était la déclaration d'urgence climatique qui a été adoptée unanimement autour de cette table.
On parle de septembre, 4000 personnes dans les rues, ce qui ne m'empêche pas, donc je serai contre. Actuellement, avec les conditions climatiques que nous avons, avec les efforts qui doivent être mis pour diminuer les gaz à effet de serre, je ne peux voter pour cette résolution. Je vote pour la planète. Je vote pour le respect de l'engagement qu'on a pris l'an dernier ici, dans cette même enceinte. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles, il n'y a pas une publication d'informations qu'on ouvre par les temps qui courent, où c'est que tu n'as pas une demi-douzaine et plus de nouvelles qui nous mettent en garde sur ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. C'est une question de cohérence puis de responsabilité. J'ai été élu aussi pour gouverner en mon âme et conscience, donc je vais voter contre la subvention. Je me vois très mal aujourd'hui accepter un Grand Prix qui va complètement à l'encontre de ce qu'on a voté ici tous ensemble au Conseil. Ils se sont dit, bien écoutez, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, à l'automne, on a voté une résolution pour dire qu'on était en état d'urgence climatique. Bien là, on a une possibilité, un cas devant nous qui se présente, puis on dit, bien écoutez, pour éviter des émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas donner de l'argent à cette entreprise-là. En fait, la science, ça nous indique qu'on est en crise climatique actuellement. Donc, c'est un peu le même pattern qui se réalise, mais à l'échelle mondiale. On doit être solidaire aussi avec d'autres villes qui ont emboîté le pas, que ce soit dans le Nunavut, que ce soit en Chine, aux États-Unis. Il y a d'autres endroits sur la Terre qui ont pris la décision de lutter contre les changements climatiques. La principale bataille, c'est les GES. Et un Grand Prix, malheureusement, c'est des GES qu'on va émettre. Et beaucoup de GES. Non pas juste pour la course en soi, mais l'organisation de la course émet énormément de GES. L'empreinte est exorbitante. Le mieux, c'est de ne pas émettre de CO2. Séquestrer du CO2, capter du CO2, c'est une tâche qui est très, 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 très difficile. À part que ne pas en générer et de planter des arbres et de conserver les tourbières, il n'y a pas d'autre moyen. Et le temps passe. Donc, je crois que là, on commence à voir qu'il peut y avoir une cohérence, peut-être pas complète, mais qui commence à s'instiller au sein des municipalités, au Québec comme ailleurs, et qui font en sorte que, véritablement, nos émissions vont se mettre à diminuer. Parce que là, vraiment, on aura compris qu'il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, le cas de Trois-Rivières, moi, je le trouve assez éclairant, parce qu'il y a quelques citoyens qui ont amené la déclaration d'urgence climatique. Il y a eu finalement un conseil municipal qui a pris position sur la question, qui a dit « oui, nous sommes en état d'urgence climatique ». Et quelques mois plus tard, dit « bien, puisque nous sommes en état d'urgence climatique, eh bien, nous ne contribuons pas à cet événement qui est générateur de gaz à effet de serre ». Donc, je crois que là, il y a déjà... Comme on dit, là, le cercle commence à être un peu plus vertueux. On peut dire que là, ça roule dans le bon sens. On va vers une diminution, on espère en tout cas aller vers une diminution des gaz à effet de serre. Évidemment, il va falloir tenir compte du transport des usagers ici à Trois-Rivières, de la population de Trois-Rivières. Il va falloir tenir compte du port, de l'aéroport, etc. Mais déjà, on voit que au niveau du conseil municipal, il y a eu une prise de conscience vraiment importante. Oui, bonjour, je m'appelle Karine Pelofi, je suis avocate avec une spécialisation sur les changements climatiques. Depuis très jeune, j'étais passionnée ou mobilisée par toutes les causes de justice, que ce soit la pauvreté ou la pollution, puis tout ça. Puis quand j'ai entendu parler des changements climatiques, bien, pour moi, c'était vraiment l'apothéose de toutes les crises possibles et imaginables, carrément la crise existentielle de l'humanité. Puis ça m'a comme vraiment interpellée. Puis depuis ce temps-là, je vois pas vraiment le sens d'essayer d'avoir une petite vie personnelle qui prendrait pas en compte cette crise globale-là. Le gaz naturel fossile retire la planète. D'après toi, on en est où avec la crise climatique? Ça peut être vraiment déprimant, mais ça sur quoi moi je me concentre, c'est les litiges climatiques et les développements juridiques qu'on peut espérer. Et de ce côté-là, moi, je vois l'émergence de plusieurs recours qui sont porteurs d'espoir, où on essaie de rendre responsables les grandes compagnies d'énergie fossile des dommages qu'ils ont créés à l'humanité. Puis il y a de plus en plus de preuves qui sortent qu'ils savaient depuis les années 60, puis qu'il y avait des campagnes intentionnelles pour essayer de semer le doute dans l'esprit du public pour éviter que les gouvernements puissent prendre action.
Ce qui fait là, que de dire qu'on va utiliser le gaz naturel pour aller vers une énergie de transition, c'est comme peser sur la pédale à gaz du réchauffement climatique. Là, ça n'a vraiment pas rapport. Maintenant, on voit qu'il y a des politiciens, mais aussi des grandes corporations, mais aussi des individus, les dirigeants de ces grandes corporations-là. Les regards citoyens, disons, se tournent vers eux et commencent à poser de sérieuses questions. Est-ce qu'ils sont carrément irresponsables ou criminels? Ça, c'est une très bonne question. Et dans ce genre de choses-là, le droit évolue aussi. Donc, pour l'instant, les recours que j'ai vus, c'est plus une responsabilité civile. On veut qu'ils payent de l'argent. Mais je pense qu'il y a déjà eu des mouvements là, à l'international pour criminaliser le genre de dommage environnemental que représente la crise climatique. Moi, j'ai milité avec une avocate anglaise en Angleterre qui essaie de criminaliser l'écocide, d'en faire un crime contre la paix. Et puis, et c'est assez drôle, mais la première cause type qu'on a regardée comme qu'est-ce que serait un crime d'écocide, c'était les sables bitumineux de l'Alberta. Quatrième enjeu et avant-dernier, c'est mentir à la population. Donc, vous le savez, on nous ment sur les régions qui vont être ouvertes à l'exploration. On nous ment sur la sécurité des procédés. J'ai besoin d'un avis d'une avocate ici. Face au fait qu'il y a des gens, qu'il y a une communauté scientifique qui fait consensus face à la crise climatique, c'est-à-dire les dangers et le potentiel létal pour l'humanité, disons-le comme ça, et le vivant. Face au fait qu'il y a des compagnies, donc des individus qui ont caché volontairement les études en rapport, donc on parle ici des grandes pétrolières, en rapport avec l'effet de leur activité sur le réchauffement climatique, on peut dire ici qu'on assiste vraiment à un problème où ce que des gens mettent en danger la sécurité civile, publique. Alors, c'est quoi ton point de vue sur ça? Mon point de vue, c'est effectivement, je pense qu'on est rendu à un niveau où continuer d'émettre des gaz à effet de serre et de vendre des énergies fossiles met en danger la vie, la sécurité et la liberté des Canadiens. C'est un droit qui est protégé par notre charte, ça. Et donc, je pense qu'il va y avoir encore plus de recours qui vont émerger dans cette tendance-là. Quelle va en être la conséquence? Il est trop tôt pour le dire, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le foisonnement de ces causes-là. On ne sait pas laquelle qui va marcher, mais éventuellement, il y en a une qui va arriver à bout puis qui risque de vraiment changer le cours des choses. Un peu comme les litiges qu'il y a eu contre les compagnies de tabac. Ça a pris du temps avant d'avoir des victoires, mais aujourd'hui, ils doivent payer des milliards de dollars à nos services de santé publique. On n'a plus le droit de montrer des cigarettes nulle part. Ils ne peuvent pas faire de la promotion à la télé ou dans les événements publics. Quand est-ce que ça va être la même chose pour faire la promotion des gros camions? Ça devrait être illégal de faire de la publicité de ça. Mais on nous ment également sur la rentabilité économique de cette énergie-là. Sans la spéculation et l'injection de fonds publics, ça ne survivrait pas. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer ou proposer aux citoyens qui veulent vraiment embarquer dans ce grand combat-là? Les recours climatiques, il y en a plusieurs, là, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux que des citoyens ordinaires prennent. Il y en a qui ont été pris par un fermier au Pérou. Il y en a qui c'est une communauté autochtone en Alaska. En fait, moi, je pense que la chose la plus importante qu'on peut faire, c'est en parler dans nos familles et à nos amis qui ne sont pas encore mobilisés pour la lutte au changement climatique. Moi, j'ai plein de conservateurs dans ma famille, fait que j'ai des discussions très intéressantes à Noël. Donc, toi, en tant qu'avocate, tu es en train d'assister à l'émergence, si ce n'est pas d'un mouvement, d'un réveil citoyen. Oui, je pense que le réveil citoyen il est de plus en plus présent. Les gens se demandent peut-être un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Les recours devant les tribunaux, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, mais les impacts que ça peut avoir, si les compagnies sont rendues coupables, ça peut vraiment changer le cours de l'histoire, je pense. Jacques Benoît pour Presse Mob. Le projet de loi 34, il retire Hydro-Québec du contrôle de la Régie de l'énergie. Tout d'abord, il faut être capable de comprendre que la Régie de l'énergie, sa mission, c'est d'assurer la conciliation entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'énergie et des distributeurs. Donc, son autorité, elle porte sur le transporteur d'énergie, qui est Hydro-Québec pour beaucoup, et sur les distributeurs de gaz naturel et d'électricité. Les notes explicatives du projet de loi, qu'on peut lire dans le début, là, sont assez claires pour être capable de voir quels sont les effets escomptés de ce projet de loi. Par exemple, on peut y lire que le projet de loi prévoit que, sauf exception, pour les 4 années suivant celles où les tarifs sont fixés, les prix de ceux-ci seront indexés. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bien, ça vient nous dire que les tarifs vont être automatiquement indexés à l'inflation, alors que dans les années dernières, les augmentations qui ont été accordées étaient des augmentations inférieures à l'inflation. Et là, donc ça, fini, on n'en retrouvera plus.
Deuxième extrait, on dit « Hydro-Québec devra demander à la Régie de l'énergie de fixer de nouveaux tarifs de distribution d'électricité ou de modifier les tarifs existants tous les 5 ans. Hein? Il permet également à Hydro-Québec de demander à la Régie de l'énergie au cours de cette période de 5 ans de fixer un nouveau tarif ou de modifier un tarif existant seulement dans la mesure où certaines circonstances le justifient et que le gouvernement a pris un décret indiquant des préoccupations. » Bon, essentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de l'indexation, les tarifs vont pouvoir être augmentés au moins tous les 5 ans. Mais ça dit aussi que pendant cette période de 5 ans-là, il pourrait y avoir certaines circonstances qui justifient de fixer un nouveau tarif ou de modifier un tarif existant et que le gouvernement va faire ça uniquement par décret. Il ne repassera pas par l'Assemblée nationale pour en discuter ou pour le faire accepter. Troisième élément, c'est le projet de loi retire par ailleurs les obligations pour Hydro-Québec de faire autoriser par la Régie de l'énergie les projets d'investissement en infrastructure et les autres initiatives de réorganisation du réseau de distribution. On dit aussi qu'il retire également l'obligation imposée à la Régie de l'énergie d'établir un mécanisme de réglementation incitative assurant la réalisation de gains d'efficience par le distributeur et le transporteur électrique. On résume ça comment? Hydro-Québec n'aura plus besoin de faire autoriser par la Régie de l'énergie ses projets d'investissement en infrastructure, comme de nouveaux barrages, par exemple. Puis la Régie ne pourra plus obliger non plus Hydro-Québec à plus de gains d'efficience. Bref, on va développer le marché de l'électricité vers plus d'exportation au lieu d'utiliser notre énergie pour notre propre transition ici, pour la transformation qui nous est nécessaire pour sortir des énergies fossiles. Sans compter que, sans la surveillance de la Régie de l'énergie, il nous sera sans doute plus difficile de stopper d'éventuels projets de privatisation. Je vais maintenant demander à M. Bernard Saunier, l'ingénieur, de venir nous parler du projet. Donc, merci. Normand Baudet pour Presse Mob. Les dossiers climatiques ne semblent pas progresser. Au Québec, on sait que l'électrification va être au cœur de la lutte au changement climatique. Le gouvernement Legault, actuellement, nous promet une politique d'électrification. Il vise à la déposer autour du mois de décembre. On voit dans cette entrevue de M. Saunier, qui a été ingénieur à Hydro-Québec, l'angle particulièrement politique d'un projet de liquéfaction des gaz. M. Saunier se questionne sérieusement sur les motivations d'Hydro-Québec dans sa participation à ce grand projet industriel qui est en train de se développer au Québec. On voit en fait que ce projet-là est lié à une vision traditionnelle d'exportation et de servir des grands consommateurs pour écouler les surplus. On parle d'une vision des années 80. Je laisse M. Saunier expliquer le détail de la situation. Il s'agit quand même d'une société d'État qui va faciliter donc l'exportation de gaz naturel qui va produire minimalement dans d'autres pays 32 mégatonnes de gaz à effet de serre sous forme de CO2 au moment de sa combustion finale. Alors la question, c'est sous quels critères on peut s'autoriser à faire ça, à quel prix, et qu'est-ce qu'on en tire comme avantage collectivement? Il y a une façon d'aborder la question. D'abord, ça c'est sous l'angle économique. Hein? Comme je vous ai dit, la consommation de 5 milliards de kilowattheures, ça représente l'énergie nécessaire pour à peu près 250 000 maisons toutes électriques au Québec, selon les critères de consommation qu'on peut trouver sur les sites d'Hydro-Québec. C'est 2/3 de la Romaine, comme j'ai dit. Mais avec une alimentation de cette importance-là, il y a aussi une construction de lignes qui vient.
Récemment, au mois de juillet, la Régie a approuvé la construction d'une ligne de transport de 735 kV. On construit ça pour transiter des volumes de puissance, des capacités électriques importantes. Donc, vraisemblablement, il y a une bonne partie de la ligne qui va servir à alimenter les besoins de Saguenay. Il y a Énergie Saguenay dans ça. Il y a possiblement des projets chez BlackRock et d'autres usines dans ce coin. Alors, en autorisant la construction du poste, de la ligne entre le poste Miquois et Saguenay, la Régie a autorisé donc un investissement d'Hydro-Québec de 790 millions de dollars, plus 15 % de dépassement. Tout ça est autorisé. Donc, on est dans des eaux d'un projet de 900 millions, plus les lignes qui vont aller se raccorder à tension un peu plus basse, mais quand même à haute tension aussi. On parle de projets importants. L'impact tarifaire, donc, pour répondre à votre question, il est là, et la Régie l'a estimé dans sa décision d'autorisation, à 40 à 82 millions par année. Pour nous, pour les abonnés. Peut-être qu'une autre façon de présenter les choses, c'est de voir quelle est la valeur de cette électricité qui est fournie à l'usine Énergie Saguenay par Hydro-Québec? Si on considère le tarif préférentiel de la grande industrie au Québec, les tarifs spéciaux dont on parle, au dernier connu, là, ou enfin auquel on se réfère souvent, c'est un contrat de 3,3 cents du kilowattheure. Ça représente 165 millions de dollars de revenus pour Hydro-Québec, ça, par année. Mais si l'Hydro l'avait vendu à l'exportation sur des marchés voisins, il aurait vendu à 4,7 cents. Donc, il aurait tiré 235 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a une différence déjà là, de 70 millions là, qui serait moins déficitaire pour nous. Une fois qu'on n'a plus ces 550 MW pour répondre aux besoins du marché intérieur, qu'est-ce qu'il faudra faire si on en a besoin? Se construire quelque chose d'autre à un prix qui va probablement dépasser le prix de la Romaine à l'époque où l'Hydro avait déposé son étude d'impact au BAP en 2007. Enfin, si je suis moyennement clair, vous comprenez qu'il y a une sorte de subvention de facto, soit parce qu'Hydro accepte de réduire ses revenus vis-à-vis des exportations, ou soit qu'elle se prépare à nous construire quelque chose d'autre qui va nous coûter infiniment plus cher que ce qu'elle fait charger à l'industrie. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a comme un drôle d'encouragement qui est fait à cette industrie-là, alors qu'on a nous-mêmes des besoins. En plus que le projet gazier va amener sur les marchés voisins, ou étrangers plutôt, sur d'autres continents, une autre problématique, c'est que le prix du gaz, ça va le faire baisser. Et à mesure qu'il va baisser, ça va limiter la capacité des États de développer des sources d'énergie renouvelables qui devraient aussi servir à la décarbonisation de leur économie. Alors, dans ce projet-là, pour moi, la décision d'Hydro-Québec de contribuer à ce projet-là est pour le moins obscure. Si l'Hydro-Québec ou si le Québec prétend demeurer un territoire où les énergies renouvelables sont importantes, mais là, on arrive à la conclusion qu'il faudra confronter Hydro-Québec sur les raisons des décisions qu'ils prennent, notamment avec le cas d'Énergie Saguenay qui nous oblige à constater qu'on perd tous nos repères. Là. On ne comprend pas où ça va. On veut savoir comment c'est décidé, comment ces décisions-là sont prises. Si on réserve nos meilleurs actifs hydroélectriques pour les besoins des Américains ou pour alimenter les marchés fossiles d'ailleurs, ça veut dire que ces blocs de capacité hydroélectrique qu'on avait construits pour l'usage du marché intérieur sont plus disponibles pour nous. Une sorte de fuite en avant dans des ventes du côté de nos voisins qui nous pénalise dans la possibilité qu'on aura dans l'avenir d'investir à coût raisonnable dans des infrastructures d'énergie renouvelable qui vont nous permettre de nous sortir de la dépendance au pétrole. Alors que partout dans le monde, on voit les réseaux d'électricité devenir bidirectionnels, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre les consommateurs et les fournisseurs d'énergie, on reste au Québec dans un modèle d'affaires entièrement unidirectionnel. Tout arrive de la production au nord et puis c'est alimenté dans tous les foyers du Québec sans que
on puisse réellement dire « Ah ben oui, moi je peux réduire la demande, je peux produire peut-être avec plein de gens de ma communauté, je peux participer à améliorer l'efficacité du système énergétique et l'ouvrir sur les nouvelles possibilités, surtout qu'offre la production décentralisée, les ressources distribuées pour faciliter la gestion du réseau, surtout que les batteries, on les a déjà, c'est nos réservoirs hydroélectriques. Il y a un excellent rapport qui est publié par la chaire de l'énergie des HEC qui s'appelle « État de l'énergie au Québec ». C'est publié à chaque année au mois de décembre. En 2016, le Québec a consommé 12 milliards de litres de carburant fossile et ça a entraîné des dépenses directes de 6,5 milliards de dollars de la part des ménages québécois. Ça, c'est encore tiré du même rapport. Pour remplacer l'énergie utile de ces 12 milliards de litres de carburant fossile consommés en transport, on aurait besoin de 35 TWh d'électricité pour remplacer tout ça. Or, Hydro-Québec, en 2018, l'année dernière, pour donner un exemple, ils ont exporté 36 TWh d'électricité à un prix de vente moyen de 4,7 cents. La conclusion de ça, c'est qu'avec à peu près 12 cents, 13 cents d'électricité, exporté par Hydro-Québec en 2018, on peut faire le même travail de déplacement qu'un litre d'essence qui coûte 10 fois plus cher. Je ne sais pas si vous voyez, il me semble qu'il y a un intérêt à développer donc un secteur automobile électrifié et avec transport commun massif. Je ne parle pas d'auto nécessairement individuel pour tout le monde, mais il y a un incitatif public évident de commencer à transformer en profondeur le secteur du transport. Je vois dans la contradiction évidente du discours d'Hydro-Québec qui prétend exporter plus aux États-Unis pour fermer les centrales au charbon. Lorsqu'on compare ça au cas de GNL Québec, Énergie Saguenay, où l'Hydro-Québec apporte son hydroélectricité pour permettre d'exporter plus de carburant fossile ailleurs, une contradiction, mais qui touche à l'absurde, alors que nous-mêmes, on a à faire des efforts massifs pour réduire notre consommation d'hydrocarbures. Mais il semble manquer une certaine volonté d'aller à la vitesse qu'il faudrait pour y parvenir. Et certainement que le cas du projet Énergie Saguenay nous montre une société d'État qui est plus à la recherche de revenus de n'importe quelle façon que d'investissements comment les qualifier, qui irait dans le sens d'une décarbonisation de notre propre économie. Mais ce qu'on voit au Québec est tragique, à mon sens, au plan de l'idée qu'il y a un pacte qui continue avec Hydro-Québec, entre les Québécois et l'Hydro-Québec. Et on le voit par les délibérations sur le projet de loi 34 à l'heure actuelle. Un projet de loi qui vise à affranchir Hydro-Québec, en quelque sorte, lui éviter des représentations annuelles d'audiences tarifaires qui permettent à la Régie d'établir des tarifs jugés raisonnables. Cet exercice-là, qui se passe annuellement, ça oblige Hydro-Québec à se préparer à répondre aux questions d'organismes qui représentent l'intérêt public dans une tarification qui doit être réglementée. Donc la loi 34 ne permettra pas, certainement, si elle est adoptée, ce que je ne souhaite absolument pas, ne permettra pas d'apporter plus de transparence au cadre décisionnel qui est en vigueur à la société d'État et certainement pas au gouvernement qui va les autoriser par décret. La politique énergétique du Québec est en panne, est dans le fossé, là, et tout se développe par silos, mais sans vraiment qu'on ait une idée très claire de ce qui motive les décisions et une idée très claire de comment on va faire pour se sortir de cette économie ruineuse basée sur la consommation croissante de carburant. Cette électricité qu'on économiserait, on pourrait faire d'autres choses, décarboner notre économie, réorganiser notre économie au complet pour éviter que tout notre argent s'en aille dans les poches des pétrolières, des fossiles. Qu'on garde nos sous chez nous pour faire des projets qui vont nous permettre de dire à nos enfants plus tard, ben voyez, on a fait ce qu'il fallait pour essayer de corriger les problèmes dont on a parlé au début de crise climatique.
En ce moment, chez Hydro-Québec, on voit bien qu'on parle clairement d'une vision des années 80 du développement énergétique au Québec. À l'ère de l'urgence climatique, on doit innover. L'électrification doit passer par le développement de nos communautés. La loi 34 aura pour effet de restreindre de façon importante la participation des citoyens aux décisions. Exactement ce que M. Saunier nous dit, les citoyens doivent s'impliquer. On semble vouloir un processus de consultation aux 4 ans, limitant ainsi l'accès à des informations fondamentales pour les citoyens et l'impossibilité finalement de participer de façon active à la prise de décision relative à la tarification de l'électricité au Québec. On parle d'un gouvernement qui semble vouloir fonctionner en vase clos en ce qui a trait à la mise en œuvre d'une politique de lutte au GES. C'est très inquiétant. Jacques Benoît pour GMOB. Aujourd'hui, on est à Saint-Hilaire, on est sur le bord du magnifique Richelieu. On est venu rencontrer le NPDQ, ou Nouveau Parti démocratique du Québec, qui nous a contactés parce qu'il est intéressé à endosser la déclaration d'urgence climatique. Je vous parlais qu'on était sur le bord de Richelieu. Je pense qu'il faut peut-être savoir que le Richelieu, dans les dernières années, il déborde comme beaucoup de rivières ici au Québec. On déborde, on dit c'est des cycles sur 20 ans, tout ça. Puis il y a un cycle sur 100 ans. Et là, ça fait 2 fois en 3 ou 4 ans que le Richelieu part de son cycle de 20 ans, mais son cycle de 100 ans là, conduit l'eau jusque tout près de la maison. On les voit en arrière, ils sont en haut de la butte. Là. Alors imaginez-vous qu'en bas de la butte, là, ça serait le Richelieu qui serait là. Alors, c'est probablement quelque chose, une situation qui a sensibilisé le propriétaire qui est aussi le chef du NPDQ à la situation de l'urgence climatique. 2017, il y a eu de grandes inondations. 2019, c'est un terrain qui, annuellement, doit avoir des inondations parce que la rivière déborde toujours. Techniquement, ça devrait être la ligne des 20 ans qui soit la norme. Donc, à peu près, je vous dirais, à 20 du terrain. Okay. Mais ces 2 années-là, on s'est rendu jusqu'à la ligne de 100 ans. Et ça démontre qu'il y a une tendance. La ligne de 100 ans, c'est une fois 100 ans normalement. Là, c'est 2 fois en 3 ans. Il y a une tendance déjà là qu'on voit. Il y a aussi le fait qu'un coup que les eaux se retirent, moi, je peux vous le dire, à chaque année, il faut évidemment nettoyer le terrain. C'est toute la cochonnerie. On parle des plastiques dans les océans, mais c'est dans nos rivières aussi. Et du styromousse, que ce soit des petits morceaux de plastique, les trucs de tampons. C'est toute une job de nettoyage parce que l'eau transporte tout ce que les gens jettent au quotidien. Il y a aussi le fait que, vous pouvez constater, il y a des arbres qui ont été mangés par la grille du frein. Ouais. Mais avec la crise climatique, ça va devenir de pire en pire. Stéphane, on va voir ça de plus en plus souvent. L'arbre est mort, c'est comme si on arrachait notre propre peau. C'est ça la réalité. Cet arbre-là, je veux dire, on ne peut pas dire qu'il ressent la souffrance, mais il y a une forme... Avant de mourir, ça a dû être... c'est triste. Parce que ça, en mourant, relâche des CO2. Donc, au lieu d'en magasiner pour nous et nous donner de l'oxygène, la relâche. C'est une problématique parce que cet arbre-là aurait pu vivre encore très longtemps si ça n'avait pas été de la grille qui l'a bouffé carrément. Nous, on en a 4, le voisin en a 6. C'est d'une tristesse. Et à Montréal, ils ont dû tous les abattre à cause de ça. À cause d'un insecte qui se nourrit en mangeant l'arbre. Et il y a des articles qui sortent de ce temps-ci qui expliquent, entre autres, que la grêle du frein, avec le réchauffement climatique, ça facilite la vie à cet insecte-là. Et à monter plus vers le nord constamment. Et à monter plus vers le nord, voilà. Parce qu'il y a des insectes. Regardez, c'est rare, là, il y a un ouragan en ce moment qui va se rendre jusqu'au Canada. D'habitude, c'est en tempête tropicale. Là, c'est un ouragan. Ça nous démontre qu'à quel point il y a des transformations. C'est pas un événement qui dit, c'est la suite dans le temps. Et ça, c'est inquiétant. Ça, pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Et si, avec ça, on ne sent pas l'urgence, on en discutait tantôt, Jacques, c'est la survie de l'humanité qui est en cause. L'État doit avoir du leadership, les élus, mais chaque citoyen aussi doit faire des gestes de façon individuelle et consciencieuse. Exemple, les politiciens. On va le dire, les choses, leur transport est remboursé. Tout politicien devrait avoir déjà posé le geste de changer pour un véhicule vert. Moi, l'année passée, j'ai été le premier chef à changer pour une plaque verte.
quand ça a été le temps de changer mon véhicule. Et je l'ai fait, ça coûte plus cher à l'achat. Mais pour l'environnement, parce qu'il faut que les bottines suivent les babines. Voilà. L'autre en 2019, 2020 s'en vient, je pense sincèrement qu'il faut penser complètement différent. Et à date, aucun des partis politiques m'a démontré dans leur plateforme qu'à part le transport en commun, les véhicules électriques, ça, tout le monde est d'accord. Trouvez-nous, c'est quoi la transition énergétique? Ça veut dire comment on pense l'économie avec le vert et non juste dans le transport en commun. L'agriculture, il faut qu'elle soit pensée différemment. Parce qu'on veut toujours consommer ce qui n'est pas de saison. C'est des camions qui viennent. Y a-t-il moyen par les serres de continuer à consommer, mais à produire? J'ai vu des reportages en étage. Ça consomme moins d'eau. On oublie toujours 16 % des émissions de tout le Québec, c'est Port-Daniel, qui est une cimenterie. En France, la plus grosse cimenterie au monde récupère ses GES. Normalement, un État qui se respecterait dirait parfait. Établirait les... Port-Daniel, vous voulez continuer? Voici ce que vous devez faire et investissez pour ne plus être l'enfant malade du Québec à 16 % de nos émissions. 16 %, là, c'est 600 000 véhicules qu'on enlève demain matin de les routes. 600 000. C'est énorme. Et ça, on ne l'entend pas. Le changement au niveau de l'économie verte signifie aussi changer tout le dogme de notre fiscalité, de nos budgets, où on met nos priorités, puis sur quoi on les met. Et c'est pas juste de dire qu'on met de l'argent là, c'est-à-dire qu'il faut en enlever ailleurs. Alors, la déclaration d'urgence climatique, qu'on appelle souvent la DUC, que vous avez devant vous ce matin, vous êtes au courant qu'elle a été entérinée, soutenue par près de 400 municipalités au Québec. Hein? Même dans le monde entier, on a une réputation incroyable parce que les gens ils disent comment vous avez fait au Québec pour avoir autant de monde qui déclare l'état d'urgence climatique. C'est important de comprendre que les premières personnes qui sont touchées par les résultats du réchauffement climatique, les problématiques environnementales, c'est les peuples des Premières Nations et ceux du Nord. Ça donne qu'on a la première présidente de l'histoire du Québec d'origine autochtone pour un parti politique québécois, qui est Mona Bello, qui est là présente aussi. Et je tiens, en tant que chef, de ne pas être seul à signer cette déclaration-là. Je tiens à ce que la présidente, qui est d'origine inuit du Nunavut, excusez, il ne faut pas que je me mêle, c'est très important, qu'elle puisse la signer elle aussi, parce que pour nous, c'est très symbolique. On croit que les Premières Nations doivent davantage être impliquées en politique provinciale. À ma gauche, c'est Geneviève Morancy, qui est la coprésidente au niveau du comité communication. Alors, je vais signer au nom du NPDQ et Mona signera ensuite après moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.